Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, vous trouverez la suite du cours qu'on a commencé dans la précédente vidéo sur notre lecture du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors je vous invite à vraiment regarder entièrement la précédente vidéo avant d'écouter celle-ci. C'est très important parce qu'on a vu des éléments dans la précédente vidéo qui sont nécessaires pour la compréhension de ce dont on va parler dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons continuer de répondre aux questions de lecture que vous aviez à préparer pour cette semaine. Donc encore une fois, je vous invite à vous munir de votre livre, celui-ci, de vos cahiers, de vos stylos, de connecter bien tous vos neurones, de vous mettre en marche et d'être au taquet, d'être sur les starting blocks pour pouvoir écrire, prendre en note et réfléchir à tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Les deux questions auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui, sur lesquelles nous allons nous pencher et auxquelles nous allons tenter de répondre, sont expliquer le geste du narrateur, pourquoi le condamné empêche-t-il son avocat d'intervenir, de faire sa plaidoirie au moment de l'annonce de la sentence, et enfin, dernière question, quels sont les sentiments suscités chez le lecteur à ce moment-là. Alors, pour pouvoir répondre à ces deux questions, il faut vraiment reprendre tout le chapitre 2 à partir de la page 8. Et si on reprend depuis le début de ce chapitre 2, qui par rapport au chapitre 1 qui exposait une situation d'énonciation dont on a parlé dans la précédente vidéo, on voit que ce qui se passe dans ce chapitre 2, c'est ce qu'on appelle en stylistique, en narratologie, en études littéraires, une analepse. A-N-A-L-E-P-S-E. Une analepse, c'est quoi? Eh bien, c'est un flashback, c'est un retour en arrière dans la narration. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là et jusqu'au chapitre 17, il me semble, le narrateur va revenir sur les 6 semaines qui ont précédé ce fameux dernier jour où il nous écrit. D'accord? Donc il va relater tous les événements qui se sont déroulés au cours des 6 semaines qui ont précédé le temps présent de la narration. Donc je clôt cette petite parenthèse qui était importante, il me semble, pour que vous puissiez ajouter à votre boîte à outils un nouveau procédé narratif, pas tout à fait une figure de style, mais un procédé narratif, c'est-à-dire l'analepse, qui pourra vous être utile, vous serez en mesure maintenant de les repérer quand vous étudierez d'autres textes, et ça pourra vous être utile peut-être pour votre brevet ou pour la suite de vos études. Aussi parce que il est important de resituer les passages que l'on étudie d'un point de vue de la structure de l'œuvre. Donc voilà, on a un premier chapitre, situation d'énonciation, et un deuxième chapitre qui amorce une analepse, c'est-à-dire le flashback de toute la période qui a précédé ce fameux dernier jour du condamné. Alors reprenons un petit peu la lecture au passage où le condamné arrive dans la salle d'assises et attend son avocat. Donc ce condamné, comme on l'a dit, attend sa sentence avec confiance et l'avocat arrive dans une attitude qui le conforte dans cette confiance et dans cet état d'insouciance, dans cet état d'esprit de légèreté. Mais en fait là, il faut encore comprendre qu'il y a un jeu de perception différente parce que on a un avocat qui arrive et qui est content, qui vient annoncer une bonne nouvelle, entre guillemets, d'accord, une bonne nouvelle pour un avocat et pour une personne lambda, pour un client, ça n'a pas tout à fait la même signification, ça n'est pas la même réalité. Donc on a encore un décalage de perception de la réalité entre deux personnages différents qui vivent des choses différentes, qui ne vont pas vivre les mêmes conséquences aux actions qui sont en train de se dérouler. C'est un peu quand l'avocat lui dit ça ne sera que les travaux forcés à perpétuité. C'est comme quand un prof vous dit oh ça va tranquille, je ne vous donne que 10 phrases à faire. Pour le prof que bah oui c'est rien 10 phrases, mais pour des élèves bah c'est long, c'est beaucoup, et donc on a une différence de perception, une différence de compréhension de la réalité. Donc quand un avocat obtient les travaux forcés à perpétuité, là où son client aurait pu être condamné à mort, pour lui, c'est une victoire. Pour lui, c'est une victoire dans son palmarès d'avocat, pour sa carrière. C'est une victoire, c'est une réussite.
Mais pour la personne qui se fait condamner, est-ce qu'on peut parler de victoire quand on dit vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité? Donc là, effectivement, on a le condamné qui dit ah non, 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 100 fois la mort plutôt que ça. On a compris que le condamné préfère se faire exécuter plutôt que d'être condamné aux travaux forcés au bagne à vie. Ce qui est discutable, hein. D'ailleurs, il me semble que c'est une question qui a été mise sur la table, hein. Le débat avait été lancé en classe par Noé, il me semble. Donc, il préfère, en tout cas, sur le moment, quand il entend ça, dans son état d'esprit, dans son état de fatigue, d'épuisement physique et psychique, il n'hésite pas, il ne réfléchit pas, il dit plutôt 100 fois la mort que les travaux forcés. Mais ça, c'est ce qu'on peut relever de manière explicite dans le texte. Mais pour vraiment comprendre, expliquer en profondeur cette décision qu'il prend, il y a des éléments implicites à prendre en compte. On a un condamné, comme on l'a dit, qui est épuisé par l'insomnie, parce que cet état de tranquillité dans lequel il se trouve à ce moment-là qu'il nous décrit lorsqu'il est mené à la salle des assises, ça ne reflète pas du tout son état normal. Il a été en proie à l'insomnie pendant de nombreux jours à l'attente de son audience. Il n'a pas dormi, il est épuisé, il est fatigué, donc il n'est plus en possession de ses moyens, de toutes ses facultés psychiques, intellectuelles, et il est aussi épuisé physiquement. Donc c'est pour ça qu'il baigne dans cette espèce de douceur somnolente, et il ne reconnaît même pas bien là où il est. Ça, on peut le voir à la façon dont il décrit la salle d'audience et le public qui est présent. En fait, pourquoi est-ce qu'il est aussi tranquille, aussi confiant, aussi insouciant en attendant son avocat? C'est tout simplement parce qu'il n'est plus capable. Et ça, on le voit, les seules perceptions qu'il a de la réalité sont sensorielles. Toute la description qu'on a de l'atmosphère, de l'environnement, c'est du pur sensoriel. Il n'y a aucune analyse, aucune démarche intellectuelle dans le processus mental qu'il est en train de vivre et qu'il est en train de nous décrire. Il nous décrit le ciel, les oiseaux, il nous parle des jurés qui sont en forme de fer à cheval, enfin la disposition des membres qui sont présents dans la salle d'audience en fer à cheval. Il n'a même plus le vocabulaire qui lui permet d'analyser et de montrer qu'il comprend vraiment, pleinement, entièrement là où il est, ce qu'il est en train de se passer. Et surtout les enjeux de vie ou de mort de l'instant présent qu'il est en train de vivre. Si vous regardez à la page 11, il nous dit « L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisées, blablabla. Bla bla bla. On comprend donc ici que toutes ces facultés intellectuelles et cognitives sont en veille. Il est en pilote automatique en réalité. Elles sont épuisées. C'est comme s'il n'avait plus de batterie. Donc il en est réduit à ses capacités fonctionnelles les plus basiques, les plus essentielles, sentir, voir, entendre, et une perception qui est très vague, très floue, très engourdie. Donc il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Son esprit n'en est pas capable. Et pourtant, son corps, lui, oui. On voit qu'il vit une dissociation entre son corps et son esprit. Parce que son corps lui rappelle, mais il ne s'en rend pas compte, mais son corps lui rappelle à tout moment la gravité, c'est une question de vie ou de mort, ce qui est en train de se passer pour lui, et ça, son corps le sait. Parce qu'il nous dit juste avant, à la page 10, « Je me levais, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient pas où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefaix trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. » Donc il est en pilote automatique. Son corps sait, mais son esprit est trop fatigué, trop épuisé, il n'est pas capable. D'accord ? Il y a une erreur dans le système. Si on fait un petit peu attention, qu'on lit attentivement le texte, on peut s'en rendre compte, par exemple, quand on voit que il ne voit même pas qu'il est en train de se faire menotter. C'est-à-dire que oui, il en prend acte au moment où on lui met les menottes.
Oui, d'accord, il se fait même une réflexion dessus, mais il n'a pas réalisé qu'il était en train de se faire menotter. Regardez, page 10. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. Et là, il va continuer, il va parler d'autre chose, encore ses perceptions sensorielles, avant d'arriver 2 paragraphes plus loin. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer. Mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Vous voyez, il ne sait même plus, il n'est même plus conscient, il ne voit même pas ce qui lui arrive, il est vraiment dans un état d'engourdissement psychique total. Et donc il continue, il nous dit « Alors se fit un grand silence, j'étais parvenue à ma place, au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. » Donc là, oui, il comprend, intellectuellement il comprend, mais il est tellement épuisé qu'il est étranger à lui-même, il n'est pas capable d'avoir de l'empathie pour lui-même, d'avoir des sensations, des sentiments, de vraiment vivre cette idée, cette réalité qui est la sienne. Il est dans une espèce de clarté apathique, parce que son âme est engourdie, donc la terreur, qui devrait normalement là commencer à naître, à poindre en lui, est absente. Donc il absorbe en fait l'état d'esprit général des autres personnes qui sont présentes. Comme il est trop épuisé pour pouvoir vraiment être pleinement en lui-même, de ne faire qu'un entre son corps et son esprit, de manière un petit peu automatique, il va s'adapter à l'état d'esprit général, à l'ambiance générale, qui est celle de personnes qui sont là et qui, elles, n'ont pas d'enjeu de vie ou de mort personnellement dans cette affaire. Et donc, ça explique cette espèce de clarté apathique, cette indifférence qu'il a vis-à-vis de lui-même et de son propre sort. Et ça, c'est encore une affaire de décalage des enjeux. Les autres qui sont là, les jurés, l'avocat, etc., ils ont bien déjeuné, ils en sont peut-être à la 6e affaire depuis le début des audiences, etc. Donc pour lui, ce n'est qu'un numéro d'affaires à la suite des autres. Et ça explique en fait que ce condamné soit indifférent à son propre sort. En fait, la tragédie des uns est l'indifférence des autres. Et lui, il va adopter cette indifférence et il va devenir un étranger à lui-même, à ses propres sentiments, à son propre sort, à son propre destin, parce qu'il est trop épuisé, trop fatigué. Il a touché aux limites de ses fonctions humaines, de sa capacité, de sa force humaine. Si vous voulez, il est déjà en mode survie, où il ne lui reste que ses plus basiques fonctions vitales. C'est tout ce qui lui reste. S'il est étranger à lui-même, s'il se trouve indifférent par rapport à lui-même, c'est parce que, en fait, son esprit et son corps sont dissociés, comme on l'a déjà dit, d'accord ? Donc c'est comme s'il assistait comme un étranger, comme un autre spectateur, de manière automatique, il va automatiquement s'adapter à l'environnement qui l'entoure et se mettre en position de spectateur par rapport à sa propre situation, à sa propre vie, à son propre destin, à l'instant qu'il est en train de vivre lui-même. Pourquoi ? Parce que, on vient de le dire, il n'est plus capable d'intégrer et de prendre la mesure de ce qui lui arrive. C'est impossible, son esprit n'est pas capable. D'accord ? C'est comme un crash du système. Mais nous alors, lecteurs, qui suivons cette affaire, qui sommes avec ce condamné depuis le début de son livre et jusqu'à la fin, quels sont les sentiments que nous ressentons en lisant ce passage ? Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Peut-être que vous, ça ne vous suscite qu'une grande indifférence. Mais si on se place du point de vue de l'intention de l'auteur, c'est-à-dire de Victor Hugo, alors regardons un petit peu. Du début à la fin du livre, nous sommes invités à bord de cette conscience, de cette réflexion,
de cette tourmente, de ce bateau en naufrage qu'est l'esprit du condamné, qu'il partage de sa plume avec nous, les lecteurs, les témoins de sa torture psychique et mentale, de son désarroi. On chavire avec lui, on frissonne avec lui dans sa tourmente. On est, nous, en possession de nos facultés, pour le coup, parce que nous sommes quand même des spectateurs étrangers, mais on est invité à ressentir avec lui cette aventure. Et donc nous ressentons pour lui l'empathie dont lui est dépourvu à son propre égard. On assiste à la fatalité, on assiste à la tragédie qui se déroule. Et nous sommes épouvantés et impuissants. Parce qu'on sait qu'il est en train de faire une erreur au moment où il dit non, je préfère mourir, parce qu'on sait, nous on a compris, si on ne l'a pas compris, on a en tout cas perçu en lisant, qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, qu'il n'a pas des capacités de jugement suffisantes pour pouvoir prendre une bonne décision en conscience, en connaissance de cause. Donc on assiste à la fatalité, à la tragédie qui se déroule devant nous sans que nous ne puissions rien faire. Nous sommes impuissants face à la fatalité, à la dureté du destin. Et si vous vouliez aller à la facilité pour répondre à cette question, quels sont les sentiments suscités par le lecteur, les plus malins d'entre vous auront peut-être compris que peut-être il eût été complètement suffisant de recopier la 4e de couverture du livre. Allez, on la lit ensemble. Encore 6 heures et je serai mort. Est-il bien vrai que je serai mort avant la fin du jour ? Bientôt, sa tête roulera dans la sciure. Jugé, emprisonné, enchaîné, il attend dans l'épouvante. J'ai peur. Et notre peur grandit avec la sienne. L'aumônier viendra, puis les assistants du bourreau. Il montera dans la charrette, traversera la foule hideuse. Au bout de la marche au supplice, l'apparition de la guillotine. On dit qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, mais qui le sait ? Avec lui, nous vivons ce cauchemar, cette absurdité horrifiante de la peine capitale que personne avant Victor Hugo n'avait songé d'énoncer. Voilà, c'est la 4e de couverture, et je pense qu'elle peut tout à fait convenir pour répondre à la question des sentiments suscités chez le lecteur. Bien, je vais vous laisser là-dessus, la vidéo commence à être un petit peu longue. J'aurais bien voulu vous parler de la valeur performative du langage. À mon avis, c'est un point qu'il aurait été très pertinent d'aborder ici, mais malheureusement, on n'a pas le temps dans cette vidéo. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, notamment lorsqu'on reviendra sur le discours de Robert Badinter. En attendant, j'aimerais vous laisser avec une réflexion. J'aimerais que vous réfléchissiez, que vous vous posiez des questions, mettez vos idées en note par écrit, posez-les par écrit. Si je vous dis « je suis condamné à mort » et si je vous dis « je te condamne à mort, moi juge », quelle est la différence entre ces deux énoncés ? Alors, ne vous arrêtez pas à dire dans un cas, c'est une personne qui se fait condamner à mort et dans un autre cas, c'est un juge qui condamne quelqu'un d'autre à mort. Ça, on le sait, c'est explicite. Essayez de réfléchir, de rentrer en profondeur dans la réflexion. Pensez aux deux postures différentes. Qu'est-ce que ça engage d'un point de vue de processus, de réflexion ? Qu'est-ce que ça engage et quelles sont les conséquences ? Je reviens sur le débat que Noé avait lancé en cours. Moi, je préfère être condamné à mort plutôt que condamné à la réclusion perpétuelle ou aux travaux forcés à vie. D'accord ? D'un point de vue d'un condamné, ça peut se tenir, ça peut se comprendre, mais d'un point de vue de la justice, condamné à mort en tant que représentant, incarnation de la justice et représentant même d'un peuple tout entier, condamner quelqu'un à mort, qu'est-ce que cela signifie ? Réfléchissez à ça, écrivez, envoyez-moi vos notes. Bonne journée et bon courage à tous.